L'origine de nos émotions. Visioconférence du 26 avril 2025 sur la relation entre ce que nous ressentons physiquement lorsque surviennent nos émotions et les événements que nous avons vécus in utero et lors de notre naissance. Et pour commencer, je vais faire l'impasse sur ma présentation parce que, j'imagine que vous savez plus ou moins qui je suis. Et puis, de toute façon, au cours de mon exposé, vous aurez plein d'éléments pour mieux me connaître. Donc, ma présentation, en fait, elle va se faire au fur et à mesure de ce que je vais aborder. Voilà. Comme ça nous fait gagner aussi du temps. Alors, l'origine de nos émotions. La période prénatale et la naissance sont, du point de vue de notre construction émotionnelle, les périodes les plus déterminantes de notre existence, et de très loin. Alors, sur quoi je m'appuie pour dire ça? Eh bien, simplement, au niveau de la recherche scientifique, aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a plus de 40 ans maintenant, ça commence à remonter assez loin, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, un Français, a mis en lumière le fait que notre architecture neuronale, c'est-à-dire tout ce sur quoi repose notre façon de fonctionner, émotionnellement, je parle bien sûr de l'émotionnel, c'est ce qui va être notre propos pendant toute cette visioconférence, euh, tout ce qui repose, tout ce sur quoi repose notre façon de fonctionner, eh bien, est déjà établi à notre naissance. C'est-à-dire que quand nous naissons, eh bien, pratiquement, nous sommes conditionnés parce que nous avons vécu entre le moment où nous étions juste une première cellule unique et puis quand nous naissons, quand nous sommes bébés, tout s'est posé déjà, tout est préconçu en termes émotionnels pour nous. Et ça va conditionner toutes nos difficultés émotionnelles, tout ce qui nous empêche de vivre comme nous voulons. Bon, vous allez me dire, d'accord, et ce qui survient, tous les événements, les traumatismes qui surviennent après la naissance, on en fait quoi alors? Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas, mais en fait, ils font que s'empiler sur ce conditionnement, sur ce préconditionnement. Alors, ça va orienter un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, c'est-à-dire que ça va minimiser ces orientations, ça va au contraire les exacerber, mais en aucun cas, ça va les modifier. C'est-à-dire que cette base à la naissance que l'on a, cette base, ce préconditionnement émotionnel, voilà, et il va nous suivre toute notre vie. À part si, effectivement, à un moment donné, on fait ce qu'il faut pour modifier cette base-là. Mais ça, jusqu'à présent, on ne savait pas trop faire. Donc, pour cette raison, pour moi, et c'est une grande évidence, de plus en plus, plus j'avance dans mes recherches et plus c'est une évidence, c'est la période essentielle en termes émotionnels, construction émotionnelle, qu'il faut absolument réhabiliter. Or, c'est une période dont on ne parle pratiquement jamais. Ou alors la façon dont on en parle est complètement absurde et faite d'idées reçues qui n'ont rien à voir avec la réalité. Cette période émotionnelle, il se passe pourtant tellement de choses, tellement d'événements. C'est assez impressionnant. Pendant ces 9 mois, un peu plus, un peu moins, mais c'est un condensé d'événements qui surviennent et effectivement qui vont structurer complètement notre devenir émotionnel. Il y a un autre neurobiologiste, sans doute le plus réputé de tous, un Américain, Joseph Ledoux, qui a vraiment montré à quel point dans ses ouvrages, aux
expériences traumatiques, vécues in utero conditionnent complètement notre devenir émotionnel. Bon, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ces révélations, elles datent pas d'hier. Il y a plus de 25 ans, la plupart des événements de la vie prénatale qui impactent notre émotionnel étaient clairement exposés dans des manuels d'obstétrique pour étudiants. C'est-à-dire que, si ça se retrouvait dans des manuels pour étudiants, ça veut dire que c'était très largement reconnu par la science, à ce moment-là déjà. Mais étonnamment, bah, pour la majorité, l'immense majorité d'entre nous, on est parfaitement ignorant de cette époque. Alors notamment, bah, quand je parle avec des mamans, je suis à chaque fois, mais je suis complètement ébahi à quel point elles ne savent rien euh, ou si peu de ce qui se passe pendant la grossesse. Je parle bien pour le fœtus. Les hommes, bon, on n'en parle pas, mais c'est affligeant de voir à quel point il y a une sorte de déni autour de ça. Personnellement, moi, j'ai découvert ces connaissances il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Je connaissais rien de tout ça, comme tout un chacun. Et mon activité à l'époque était centrée sur la pédagogie et les mécanismes d'apprentissage. Bon, je cherchais une voie en fait pour aider les personnes qui étaient en blocage d'apprentissage. Pour pouvoir les aider, bah, je me suis appuyé sur ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire mon travail sur les sensations corporelles et leur relation avec les émotions. En pédagogie, je me suis énormément appuyé sur cette relation-là pour proposer des formes d'apprentissage nouvelles. J'ai finalement développé, un peu en bricolant, un peu par hasard, un protocole basé sur l'écoute des sensations physiques au moment même où l'émotion surgit, c'est-à-dire vraiment quand on se retrouve en émotion. Et dans les séances que j'ai pu faire avec les très nombreuses personnes en difficulté émotionnelle, bah, j'ai tout de suite vu apparaître des transformations spectaculaires. C'est vrai que les personnes, en quelques minutes, c'était assez incroyable, et même souvent moins d'une minute, bah, elles se libéraient de leur blocage sans avoir à analyser quoi que ce soit, sans effort de compréhension. Ça y est, elles n'avaient plus cette inhibition qui les bloquait dans leur apprentissage. Elles pouvaient continuer à apprendre, elles étaient aptes à comprendre ce qui leur était expliqué. Et voilà. Ah, pour moi, c'était le Graal. Je cherchais ça quand même depuis de nombreuses années. Mais je me suis aperçu que ça ne s'arrêtait pas là. Je me suis aperçu que ce n'était pas juste sur le moment où ça les débloquait, mais que ce déblocage, il était, ça y est, c'était acquis, et que dans ce qu'ils allaient vivre par la suite, ils n'allaient plus rencontrer ce blocage. Donc ce côté durable, c'était la cerise sur le gâteau. Mais ça allait encore plus loin. C'est que je me suis rendu compte que ça jouait également, que c'était le même mécanisme qui pouvait jouer sur des phobies, euh, toutes sortes de phobies, sur toutes sortes d'émotions, en fin de compte. Des pertes de moyens, des évitements, des fuites, des colères, du stress, de la peur, toutes sortes de peurs. Là, ça a commencé à complètement me passionner. Et ça continue toujours aujourd'hui. Mais il s'est passé un phénomène encore plus inattendu pour moi, c'est que pendant ces séances, où je demandais aux personnes de se connecter avec ce qui se passait comme sensation dans leur corps au moment où
où elles étaient en émotion, elles me parlaient régulièrement d'images, qui avaient finalement tout à voir avec des événements dans le prénatal. Ça parlait manifestement de leur prénatal. Au début, j'y ai pas prêté attention et puis petit à petit, comme ils me racontaient un peu tous les mêmes choses selon les difficultés qu'ils avaient, je me suis dit: «C'est pas possible. Il faut que je regarde un petit peu plus là-dessus» et c'est là où j'ai commencé à concerner, bien, des obstétriciens, à lire des livres et à me rendre compte qu'il y avait toute une littérature là-dessus qui était bien abondante. Ah, ça m'a fasciné complètement et je retrouvais dans ces livres et à travers ce que disaient, les obstétriciens, quand je leur faisais écouter les enregistrements aux obstétriciens, ils me disaient: «Mais oui, mais c'est exactement ça». Sauf que là, vous, dans les enregistrements que vous me faites écouter, heu, c'est vécu de l'intérieur. Mais c'est exactement ce qui se produit. Ils décrivent exactement ce qui se produit. Donc ça m'a vraiment encouragé à porter attention, eh bien, à tout ce que les gens, me dévoilaient comme image qu'ils vivaient au moment où ils étaient en train de revivre, heu, ce apparemment, ce traumatisme qu'ils avaient vécu qui était, à l'origine de leurs difficultés. Donc j'ai compilé tout ça, et après, des centaines et des centaines, d'accompagnements, je m'efforçais toujours d'enregistrer, les choses. J'ai pu faire des recoupements et et voir que, bah, c'était un petit peu toujours les mêmes choses qui revenaient en fonction des difficultés que les personnes, souhaitaient, résoudre. Ces scènes, elles étaient et elles sont toujours très impressionnantes parce que les personnes les revivent, mais alors comme si c'était hier, quoi. Bien sûr, ce qu'il faut retenir de ça et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elles les ont revécues, eh bien, comme pour les personnes en difficulté d'apprentissage, leur émotion, leur peur, leur stress, et cetera, c'est fini. Quand la séance est terminée, quand l'accompagnement que je faisais était terminé, heu, la personne était libérée de sa difficulté et ça de façon durable. Je me suis donc, décidé, à un moment donné, parce que dans un premier temps, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de diffuser, de partager, la le processus qui permet ça. Parce que c'est ce qui guérit l'émotionnel et mon premier propos, c'était celui-là et je me suis moins intéressé à à tout ce savoir que les personnes m'apportaient dans leur vécu. Je l'ai laissé un petit peu de côté, jusqu'au moment où là, ces 2 dernières années, au contraire, j'ai été rechercher dans tous les enregistrements pour comprendre certaines choses et je me suis aperçu que non, il fallait au contraire aller plus loin, avoir encore plus d'informations. Alors je me suis dit: «Allez, je vais faire un nouvel état des lieux de tout ce que j'ai pu recueillir pendant les séances et puis ça permettra d'avoir une base pour moi, pour d'autres chercheurs éventuellement, pour aller plus loin, pour comprendre mieux, plus et voilà. Et puis aussi pour communiquer parce que, oui certes les gynécologues ont pas pour vocation d'inquiéter leurs patientes quand, lors des consultations, c'est sûr. S'il y a un saignement, ils vont pas leur dire, «Bah, vous venez peut-être, enfin très sûrement, d'évacuer un fœtus non viable». C'est vrai que dit comme ça fait bizarre.
N'empêche que c'est la réalité. Donc oui, je comprends bien que on veut pas inquiéter les futures mamans. Mais enfin maintenant, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut il faut il faut savoir ce qui se passe, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Et c'est super important de ce préconditionnement émotionnel que l'on vit, c'est super important de savoir comment il fonctionne, comment ça se passe. Et puis comment on peut y remédier aussi, bien sûr. Comment on peut le changer. Donc voilà, ce petit, préambule, préalable, bah, pour vous introduire la suite. La suite, bah, c'est un peu tous les événements, vous familiariser avec, tout ce qui se passe. Je ne vais pas tout aborder, heu, bien sûr, parce qu'en 1 heure et quart, c'est pas suffisant. Il y a le livre qui détaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, bah, je vous renvoie pour quelque chose de très complet, je vous renvoie sur le livre, bien évidemment. Le foetus, cet inconnu, à l'origine de nos émotions. Mais, je vais vous donner les plus gros blocs de ce qui se passe pour, vous donner une idée bah, de beaucoup de choses que l'on ignore et voir à quel point ça conditionne notre vie émotionnelle par la suite. Alors ces événements, c'est quoi? Bah, ces événements, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par, le moment où on est une cellule, une première cellule. Bon, enfin, vous allez me dire, une cellule, elle va se souvenir de quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Est-ce qu'il y a vraiment une mémoire cellulaire? Bah, là aussi, en termes de méconnaissance, il y a un fossé tellement énorme entre la recherche et ce que nous savons, parce que pour nous, tout se situe, tout est traité là, dans notre cerveau et bah, non. Mais il y a des milliers d'articles sur un petit animal unicellulaire qui s'appelle la paramécie et où il a été clairement mis en évidence que cette cellule unique, donc, est dotée d'une mémoire. C'est-à-dire quand elle est passée dans un endroit, elle se souvient de là où il faut pas aller, où ça peut être dangereux, de là où, au contraire, c'est intéressant d'aller. Elle en garde la mémoire. Donc ça veut dire que cette unique cellule a la mémoire. Et toutes les cellules sont bâties comme ça. Toutes nos cellules ont des mémoires, ont de la mémoire. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de centralisation au niveau du cerveau. Bien sûr qu'il y a des systèmes de regroupement d'informations qui se passent dans le cerveau, mais toutes nos cellules gardent la mémoire bah, de ce que nous avons vécu depuis le tout début. Donc cette unicellulaire, elle porte cette première cellule, notre première cellule, elle porte déjà de la mémoire. Et qu'est-ce qui se passe avec cette première cellule? Bah, il se passe quelque chose qui est très vite, très grisant à la fois et effrayant d'autre part. C'est une démultiplication cellulaire dans les premières semaines, mais qui va à un rythme effréné. Ce rythme effréné, heu, il y a plein de loupés dans cette démultiplication cellulaire. Ça va à toute vitesse et il y a plein de loupés. Alors, si les loupés se passent dans les 15 premiers jours, dans les 2 premières semaines, le fœtus, il va mourir. Donc, lui, il sera pas là pour nous dire quoi que ce soit, pour, pour avoir expérimenté quoi que ce soit, il est éliminé. Par contre, après les 2 premières semaines, s'il y a des accidents, s'il y a des télescopages, des dérapages, dans le développement cellulaire, eh bien, dans la plupart des cas, la vie va quand même se poursuivre, mais avec des anomalies. Alors des anomalies qui vont être plus ou moins problématiques
certaines qui vont conduire, l'embryon à ce moment-là, puisqu'on l'appelle comme tel, on l'appelle comme ça, heu, qui vont conduire, l'embryon à ne pas être viable. Mais, pour la plupart, eh bien, on va vivre cette démultiplication, souvent avec effroi, notamment, dès qu'on subit certains dérapages, certains télescopages, c'est à la fois des compressions de cellules qui éclatent, des choses comme ça, dont on garde la mémoire. Cette, vitesse, incontrôlable, ces accidents cellulaires, eh bien, ça va être ce qui va générer nos premières peurs. Et nos premières peurs, c'est-à-dire que, plus tard, les personnes qui ont vécu ces loupés, elles vont connaître une peur viscérale de tout ce qui va trop vite. Elles vont chercher instinctivement à toujours ralentir ce qui se passe autour d'elles, et c'est la grande panique dès que ça va trop vite. Dès qu'on veut les presser, dès que l'on veut accélérer, c'est panique à bord. Par exemple, allez, ça va se loger dans les moments de prendre une décision, qu'elle soit petite ou grande. Et si la personne doit faire vite, elle va se bloquer, perdre ses moyens. En fait, avec ces personnes, il faut aller à leur rythme, sinon, c'est foutu. Si, si certains se reconnaissent, il y a de fortes présomptions que vous ayez vécu quelques loupés dans votre démultiplication cellulaire. Également, ça va être, tout ce qui est vitesse, c'est pas possible non plus. Aller trop vite, dans les transports en commun, en voiture, et cetera, c'est très difficile. Ça provoque vraiment de la peur. Bon, allez, je m'attarde pas trop parce que sinon, heu, je vais faire comme d'habitude, je vais être trop long. Donc, on va passer cette première étape. C'est une première étape qui se stabilise assez vite en termes de durée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, allez, maximum 3 semaines et demie, 4 semaines, le rythme se ralentit, tout devient plus calme, il y a plus d'accidents, de démultiplication cellulaire, donc on peut souffler. C'est pas pour autant que l'embryon est tiré d'affaire, mais parce que je vais parler d'un autre événement, lui qui est, source de beaucoup plus de problématiques, de problèmes, c'est la gémellité. Bon, à première vue, la gémellité, elle concerne pas grand monde. Elle concerne pas grand monde, ça c'est pour les jumeaux qui arrivent à terme. Il y a un grand nombre, un nombre considérable de jumeaux non viables, qui eux n'arrivent donc pas à terme non plus. Pour dire, la science reconnaît aujourd'hui que la gémellité en début de grossesse, eh bien, c'est presque la norme. Certains chercheurs, bon, c'est avec, à l'aide d'appareils de plus en plus sophistiqués, bien sûr, heu, certains chercheurs évoquent le fait que la gémellité, elle est systématique. C'est-à-dire que pour toute femme, au début de sa grossesse, elle est porteuse de jumeaux ou plus, généralement plus d'ailleurs. Pour dire aujourd'hui l'état de la science par rapport à ça, les chercheurs les plus modérés quantifient à 50 minimum le nombre de gémellités au tout départ. Mais la tendance, elle va de plus en plus vers le 100. C'est vrai que pour l'humain, c'est quelque chose qui peut paraître, choquant. Dans le monde des mammifères,
Bah, c'est quelque chose que l'on sait depuis très, très longtemps, qui concerne presque tous les mammifères, avec une grosse production, pendant la gestation de, de gémellité et puis une déperdition très importante avec, par exemple, pour le cheval, il y a toujours qu'un poulain qui va naître. Tous les autres ont été éliminés, mais on sait qu'il y a eu une élimination sévère. Bon, ces jumeaux, ils vont disparaître, ces jumeaux non viables. Le problème, c'est que ces disparitions vont avoir des répercussions terribles. Pour les aborder en détail, je vais prendre les 2 grosses catégories gemellaires. Après, il y a des sous-catégories, et cetera, j'entrerai pas dans ces détails. Mais, il y a 2 catégories, les biamniotiques et les monoamniotiques. Je vais commencer par les biamniotiques. Ce sont ceux qui, évoluent dans 2 poches séparées. Alors à considérer que dans les biamniotiques, dans ces poches séparées, il peut y avoir plusieurs, jumeaux, monoamniotiques, c'est-à-dire qui vivent dans la même poche. On va prendre un cas tout simple, de jumeaux qui sont, dans des poches séparées et qui sont seuls dans leurs poches séparées. Alors qu'est-ce qui se passe? Eux ne sont pas en contact directement l'un avec l'autre, ils sont séparés par, 2, 4, membranes. Et au début de leur cohabitation, bah, c'est plutôt sympa, hein, dans le sens où dans la chambre d'à côté, si je puis m'exprimer ainsi, bah, il y a de la vie, ça bouge, donc des 2 côtés, il y a de la lumière, c'est cool. Heu, il y a de la lumière parce qu'effectivement, bah, tout être vivant génère, de la lumière. Alors même si c'est un vase parfaitement clos, que ça soit le la maman, tout son intérieur, heu, que ça soit, un autre habitant, eh bien, effectivement, ça génère de la lumière. Donc c'est plutôt sympa, sauf qu'à un autre moment, bah, dans l'autre poche, là où est le jumeau qui ne va pas vivre, le jumeau non viable, eh bien, bah, il y aura plus de lumière. Ça va s'éteindre. Je ne veux pas je veux pas trop m'étendre sur la peur du noir, mais toutes les personnes, qui ont revécu leur peur du noir, bah, c'est cet événement-là qu'elles revivent. Il y avait de la vie, il y avait de l'animation, il y avait, heu, quelque chose qui était attrayant, qui se passait et il y a plus. Et ça plonge le fœtus viable, celui qui est destiné à vivre, dans une grande frustration, dans une inquiétude, dans une angoisse. Il va m'arriver la même chose. Je vais disparaître. Alors c'est pas juste les enfants, hein, la peur du noir, j'ai rencontré tellement d'adultes qui ont toujours peur du noir. Alors soit ils le disent pas, soit ils ont trouvé des trucs et astuces pour passer outre, mais cette peur du noir, pour beaucoup de monde, elle est toujours là. Mais allez, j'avance. Ce qui est l'événement vraiment fatal, et celui-là, il est terrible, c'est, l'évacuation, l'expulsion de la poche amniotique parce que, le corps de la maman va rejeter cette poche amniotique, qui contient le fœtus non viable, elle va le rejeter, l'expulser. Et c'est vraiment le cas de le dire, hein. Il s'agit d'une véritable, expulsion, un cataclysme très impressionnant et notamment très impressionnant pour le jumeau qui continue à exister dans l'autre poche. Parce que, évidemment, le corps de la maman va aspirer cette poche qui sert plus à rien pour s'en débarrasser, mais ça va aspirer en même temps la poche de celui qui lui subsiste, même si sa poche va rester accrochée. Mais c'est un moment et ça dure quand même un certain temps où
la poche, va être complètement étirée. Le cordon ombilical, du jumeau qui est là, qui reste vivant, lui, va être complètement étiré et ça va donner lieu à une perte de connaissance. Et cet événement, il est effroyable pour le fœtus dans son ressenti. Heu, Comme le cordon ombilical est étiré, donc il y a plus d'oxygène qui passe et cette perte de connaissance, eh bien, cette perte de conscience, heu, fait qu'il se retrouve à être, coupé de lui-même, à plus, momentanément, à plus exister. Bon, ça finit par se calmer, par s'apaiser et puis il va retrouver conscience et tout va reprendre, mais c'est le traumatisme vécu va être extrêmement puissant et bien sûr, le fœtus va le mémoriser. Bah, plus tard, ça donne des cauchemars notamment, avec des chutes, vertigineuses dans le vide. Ça donne des engloutissements dans des abîmes sans fond, des phobies de trous d'air, type, avion, par exemple et en plus de la perte de moyens intellectuels et physiques quand les situations sont inattendues. Quand il y a quelque chose qui se passe et qui est complètement précipité comme ça, la personne, ce qu'elle va devenir, c'est, de se bloquer, de perdre tous ses moyens. Outre, toutes ces histoires de peur du vide, de tout ce qui peut, se passer quand, d'un seul coup, on se retrouve à sauter dans le vide, je dirais, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose, bien que la personne qui a vécu ça va continuer à vivre, à développer comme réaction émotionnelle systématiquement. Et c'est, également une hyper vigilance au mouvement de l'environnement. Vous savez, ces personnes qui sont anxieuses, qui regardent toujours, partout autour d'elles, on se demande bien ce qu'elles regardent d'ailleurs, mais il y a une attention portée tout le temps à ce qui se passe. Ah bah, pour la maman, c'est qu'un saignement, rien de plus. Mais pour le fœtus, ça a été un véritable cataclysme. Ça s'arrête pas forcément là, parce que ça, ce que je viens de vous décrire, c'est, quand, on va dire jusqu'à 2 mois à peu près. Mais, si ça va plus loin, c'est-à-dire que si le fœtus non viable meurt après, en général avant 3 mois, ben non seulement il y a le cataclysme, qui est encore plus puissant, évidemment, mais une fois que le fœtus viable, celui qui est resté, reprend conscience, beh, il se retrouve dans une poche qui a beaucoup de place parce qu'avant, c'était bien resserré, ces 2 poches. Là, il y en a plus qu'une et selon les mouvements de la maman et ben, la poche, elle va un peu, dans tous les sens, de tous les côtés et ça va être, là encore, une nouvelle expérience pour le fœtus qui reste. Il va être ballotté dans tous les sens et derrière, ça va donner quoi? Et ben, ça va donner, une phobie des grands espaces. C'est-à-dire que, quand il y a du vide autour de lui, c'est insupportable et pareil, ça va amplifier complètement son hypervigilance. À la moindre bousculade, grande peur. Donc, ce sont des personnes, elles sont assez faciles à repérer. Ce sont ces personnes qui recherchent un tout
petits coins qui se mettent dans un endroit bien cocooning, bien, vraiment qui vont rechercher à être, dans des tout petits espaces, au contraire, au maximum. Ah, vous pouvez être sûr, ceux-là, ils sont passés par là. Allez, passons aux jumeaux monoamniotiques. C'est une toute autre histoire. Alors ceux-là, ils évoluent dans une même poche. Bon, souvent, ils ne sont que deux, mais il peut y en avoir plus, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment. Et le problème, là, c'est que s'il y a un des jumeaux qui n'est pas viable, il n'est pas évacué. Parce que ça voudrait dire l'évacuation aussi de celui qui est viable. Donc le corps de la maman le conserve. Mais s'il le conserve, qu'est-ce que devient ce jumeau non viable? Puisque on ne le retrouve pas à la sortie dans le placenta. Alors même si dans ce placenta, on retrouve plein de débris, des petits débris, j'y reviendrai plus tard, ben, il se dissout. Il se dissout dans le liquide amniotique. Alors notamment jusqu'à 2 mois, il va 1 mois et demi, il va se dissoudre complètement. Déjà, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que cette dissolution, elle est extrêmement acide, corrosive, on pourrait presque dire. Donc ça veut dire que le fœtus viable, lui, il évolue dans un milieu d'un seul coup qui est vraiment pas sympa. Ça pique, ça brûle, et tout le temps où il va y avoir cette dissolution, il va vivre un enfer. Pire que ça, le liquide amniotique, pour celui qui subsiste, c'est aussi ce qui en partie le nourrit, surtout ce qui l'hydrate. C'est-à-dire que un fœtus boit 3 à 4 fois la totalité du liquide amniotique par jour. Donc, bah, constamment, il va boire ce liquide amniotique qui est acide, qui est corrosif et qui va amener bien, des difficultés digestives, des brûlures, des tas de choses de la sorte. C'est un calvaire. À l'extérieur, ça pique, ça brûle, et puis à l'intérieur, ben, ça brûle aussi et ça pique aussi. Bon, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça? Ben, c'est des problèmes alimentaires épouvantables et une méfiance considérable sur la nourriture. Si vous êtes très attaché à avoir une nourriture très ciblée, très, à rechercher vraiment des formes de nourriture particulières, et cetera. Oh, très certainement, vous avez été sensibilisé par ce genre de choses. Mais le gros morceau, c'est surtout les allergies. C'est-à-dire que, bah, les chercheurs, en France, les chercheurs sont les plus avancés en la matière d'allergie. C'est assez peu connu d'ailleurs. Et on sait que on peut déterminer de quoi la personne, plus tard, sera allergique, à quoi elle sera allergique, en faisant à travers des prises de sang sur les bébés, sur le bébé quand il naît. C'est-à-dire que l'allergie, elle est déjà là. Le terrain allergique, il est là. Et ce qu'on avait commencé à mettre en relation avec un chercheur, malheureusement, on n'a pas pu continuer, il avait des problèmes, de forts problèmes de santé. C'était, heu, il était venu à moi parce que justement tout ce travail-là l'intéressait, c'était de mettre, en relation cette décomposition éventuelle de jumeaux avec, les différentes allergies que les personnes, pouvaient avoir. Et selon le stade de décomposition, selon également
quand se fait cette décomposition, si c'est heu, à 3 semaines, si c'est à 1 mois et demi, si c'est à 2 mois et demi, eh bien, ça va pas entraîner les mêmes, les mêmes allergies. Mais, en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'en revivant ces épisodes, après les personnes n'ont plus d'allergie. C'est le fait d'avoir, intégré, revécu l'événement qui a produit ça, ben ça y est, c'est le corps ne réagit plus. Étonnant. Bon, il y a pire. Certes, au début, c'était très sympa, le fait de partager une même poche, amniotique avec un jumeau tant qu'il était vivant. Parce que là, contrairement, au biamiotique, bah, on est ensemble, on est vraiment en contact, on peut jouer, s'amuser, se toucher, c'est quand même extrêmement attrayant comme cohabitation et je dirais presque plus dur sera la chute parce que quand il y a plus, bah, c'est bien pire que les biamniotiques. Parce que là, il y avait vraiment une vraie complicité et quand l'un des 2 disparaît, bah, pour celui qui reste, derrière, c'est un peu le désespoir, quoi. Outre le côté, biologique, je dirais, de la chose, il y a le fait qu'il y a plus l'autre. Il est plus là. Pire, il est mort. Pire, je reste avec lui, pendant un certain temps où il est en train de se déliter. Bon, bah, ça va produire des personnes qui sont, très fusionnelles, qui ont une angoisse de la séparation, mais épouvantable. C'est pas possible pour eux à vivre. On n'a pas été, héréditairement bâtis pour ça. Non, c'est bien ces événements qui se passent. Alors pourquoi je peux être aussi affirmatif? Parce que d'une certaine manière, on pourrait dire: «Oui, mais sur quoi?» c'est bien beau ce que vous affirmez, mais bah, sur quoi je peux être affirmatif? Juste, je suis affirmatif par observation. C'est-à-dire que quand les personnes qui sont mais pour eux, les ruptures, ça n'est pas possible dans leur vie d'adulte ou d'adolescence, ou même d'enfance. Bah, quand ils revivent ces épisodes-là, après ça y est, ça va, c'est tranquille. Donc moi, je me contente juste de faire cette relation-là. Elle est peut-être simpliste, peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, bah, oui, j'ai considéré que c'était bien cette visite de cet événement qui faisait que la personne n'avait plus son problème et donc que son problème venait de là. Voilà, c'est de là que je tire la légitimité de mon raisonnement. Après, il peut être, attaquable peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, heu, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui souhaitent travailler avec moi et je crois que tout va à confirmer que c'est bien la bonne direction. On verra plus tard, heu, tout ça évolue tellement. En tout cas, si c'est sympa au début pour ces jumeaux-là, ça l'est beaucoup moins donc par la suite. Avec un événement qui se produit, qui a été très étudié, qui est bien connu, pas par nous, pas par le quand je dis nous, c'est c'est le commun des mortels, mais il a été très étudié, il est toujours très étudié. C'est, le syndrome du jumeau transfuseur des jumeaux transfuseurs transfusés. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Bah, c'est simplement que ces jumeaux qui sont dans la même poche, ils partagent le même réseau sanguin. Alors, le même réseau sanguin, soit par un cordon ombilical qui a 2 branches,
soit par capillarité, au niveau de l'insertion de leur cordon ombilical, au niveau du placenta. Systématiquement, dans ce cas de figure, il y a un jumeau qui pompe l'autre. Alors, il y a toujours un jumeau un peu plus qui se développe un peu plus que l'autre, mais dans certains cas, ça reste quand même équilibré. Dans la plupart des cas, ça n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'il y a un jumeau qui pompe tout, ou presque, et l'autre, il a à peine de quoi survivre. Et au niveau de la taille, c'est impressionnant. On se retrouve avec, 2 jumeaux dans une même poche. Il y en a un qui est 2 fois plus grand, 2 fois plus gros que l'autre, et l'autre, il a l'air, mais enfin, il ressemble, à rien, quoi. La morale de l'histoire, elle est assez dingue. C'est que c'est toujours celui qui pompe, c'est-à-dire qui prend, le maximum de nourriture, qui meurt, en général de crise cardiaque. Reste celui qui, alors quand il meurt déjà, il y a tout un afflux de sang qui fait que l'autre, celui qui recevait rien, pouf, là encore, il perd conscience. Et puis, bah, quand il reprend conscience, bah, il se retrouve avec ce gros bibendum sans vie là qui est à côté de lui et une abondance, de sang, donc de nourriture, complètement inhabituelle. C'est terrible parce que chez toutes les personnes qui ont revécu ça, il y a une culpabilité énorme. Ils sont convaincus que c'est eux qui ont tué leurs jumeaux, que c'est de leur faute. Derrière, je vous laisse pas imaginer la culpabilité qui est développée dans dans toute leur vie, quoi. Notamment, ce sont des personnes qui sont vraiment pas très actives pour elles-mêmes. On pourrait presque dire un peu à l'économie, qui sont assez inhibées pour faire les choses pour elles-mêmes. Par contre, dès qu'il s'agit de faire les choses pour les autres, alors là, ils sont capables de développer une énergie, une activité incroyable. Je ne sais pas si ça vous parle dans votre entourage, pour vous-même, mais c'est étonnant. Oui, quand même, concernant le syndrome, du transfuseur-transfusé, ça va produire également, pas seulement de la culpabilité, mais c'est toute la cohorte, de boulimie, d'anorexie et de tous les rapports avec la nourriture qui sont, un peu difficiles pour les personnes. Ça va être le grand fournisseur de ce type de difficultés. Actuellement, il y a le CHU de Reims, professeur Éric Bertin qui a déjà fait une première étude, qui en fait d'autres, qui a mis en évidence, la relation entre cette culpabilité et puis l'état boulimique et avec, à l'aide de ce travail que j'ai développé, de permettre aux personnes, bah, d'en finir avec leur culpabilité et d'emblée, sans faire de régime particulier, elles se mettent à perdre du poids de façon incroyable. Donc, voilà, une influence vraiment extrêmement directe sur toute cette problématique, vis-à-vis de la nourriture. Oui, également, c'est dans cet événement que va trouver, sa source la plupart des états dépressifs. Quand une personne en dépression, va revivre un petit peu ce qui a pu se passer à l'origine, c'est ce type d'événement qu'elle va revivre et plus précisément, le moment où, ce jumeau non viable meurt.
Là, je vous renvoie sur le livre pour plus de détails par rapport à ça. Il y a pas mal d'explications à, à donner, à comprendre, mais ça va nous mener trop loin. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de la décomposition. La décomposition, évidemment, si le fœtus non viable est plus grand, c'est-à-dire que s'il a 2 mois et demi, 3 mois, voire pire encore plus, mais en général, au bout de 3 mois, ça y est, si un fœtus est non viable, il va mourir avant les 3 mois. Mais s'il est trop âgé, tout ne va pas se décomposer. C'est-à-dire que, pour faire vite, autour du crâne, qui va pas se dissoudre, vont s'agglomérer les membres et tous les petits os qui avaient commencé à se développer. Ce qui fait que pour celui qui reste, il a affaire à une sorte de boule hérissée qui se balade, pendant tout le reste de la grossesse, de la gestation, qui se balade dans la poche amniotique. Ce qui va être extrêmement désagréable. Parce que c'est piquant, parce que ça se balade partout, parce que ça fait mal, éventuellement ça tranche. Le L'organisation de cette espèce de boule la plus commune, si on l'observe, et on peut l'observer, dans le placenta parce que ça, elle va rester avec le fœtus quand il va naître, quand il va devenir bébé, eh bien ça ressemble à une araignée. Et évidemment, toutes les personnes qui ont une phobie des araignées, elles vont revivre ça. Mais ça peut prendre plein de formes différentes. Selon la forme, eh bien, on va trouver une phobie plus de la souris, de différents petits animaux, insectes, oiseaux. Et plus généralement, tout ce qui se déplace, tout ce qui... c'est grande frayeur. Ça fait peur. Bon, allez, je vous en dis un dernier, parce que celui-là, c'est, je pense, le plus terrible d'une certaine manière. Mais c'est important de savoir que ça existe, et ça existe dans une bonne proportion. C'est que ces jumeaux, je vous ai parlé pour l'instant de jumeaux qui sont libres, mais il y a beaucoup de jumeaux qui sont attachés. On a l'image des siamois, ce qui est une mauvaise image, parce que quand on parle de jumeaux non viables attachés à un jumeau qui va être viable, euh, le jumeau non viable, en général, c'est plutôt un monstre. C'est effectivement un fœtus qui est pas fini, et donc, par contre, il n'est pas fini, mais il est terriblement encombrant. Alors, il est attaché généralement dans le dos, c'est le plus courant, mais il peut être attaché sur le côté, un bras, hanche, beaucoup moins ventre, ça peut être jambes aussi, bien sûr. Ces attachements ont une caractéristique, c'est que ils gênent complètement le mouvement du jumeau de l'autre. Et autant la perte d'un jumeau qui n'était pas attaché, c'est terrible. Autant là, mais celui qui survit, il n'a qu'une seule envie, c'est de se débarrasser de l'autre. Il en peut plus de l'autre, quoi. Il ne le supporte pas. D'autant plus que ça fait mal. Outre le fait de contraindre les mouvements, ça fait mal. Et quand il va mourir, ce jumeau non viable, ça va être particulièrement encore plus désagréable, parce que c'est une partie de lui-même. C'est-à-dire que
ce jumeau qui va poursuivre sa vie, eh bien, lui, il a perdu une partie de lui-même et en même temps, une partie de lui-même dont il cherche à se débarrasser euh, comme un forcené. Et encore plus quand cette partie de lui-même est morte. Il faut s'en débarrasser. Et quand il arrive enfin à s'en débarrasser, ah, c'est une plaie à vif, c'est vraiment extrêmement désagréable. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans retrouver la trace physique d'attachement comme ça, qu'il y a pu y avoir avec des jumeaux. Ça laisse des traces dans le corps de toute façon. Et c'est vraiment des personnes qui supportent pas les autres, qui supportent mal les autres. En tout cas, ils les supportent bien, mais à distance. Faut pas s'approcher. Il faut pas les coller, quoi. Euh, Ça, c'est vraiment une constante. Ce sont des personnes qui sont coléreux, la plupart du temps. Euh, Dès que ça se passe pas comme ils veulent, ça y est, ça part. Et ce sont également des personnes qui supportent pas d'être habillées avec des vêtements serrés. Ça va de pair avec le reste. Euh, c'est ça, il leur faut de l'espace, il leur faut de la place, il faut les laisser tranquilles. C'est, c'est pas sympa à, à vivre et tous les prolongements derrière, bah parce qu'il y a pas cette appétence pour la relation comme dans les autres cas. Il y a une méfiance terrible dans la relation. Il y a une méfiance terrible dans tout ce qui peut être une contrainte, en fin de compte. Donc ça, eux, on risque pas les retrouver dans des groupes, c'est sûr. Pas de problème. Je fais très très vite pour parler du cordon ombilical. Cordon ombilical, c'est un problème parce que entre les cordons qui sont vraiment trop courts, il y a des cordons qui mesurent 2-3 cm, c'est tout. Donc, il n'y a pas de mouvement, c'est assez compliqué pour la survie, mais j'entre pas dans les détails. Je parlerai juste du plus bête des événements, qui est le fœtus qui fait des loopings avec son cordon qui est long, puisqu'un cordon, il peut faire jusqu'à 2 mètres. Vous imaginez, dans ce petit espace, 2 mètres de cordon. Il y a toutes les chances, dans ce cas-là, qu'il s'en mêle dedans. Et ça va être épouvantable. Parce que s'il se fait des nœuds, s'il s'entortille dedans, etc., ça va mal se terminer. Alors ça se termine mal, pourquoi? Enfin, ça se termine mal. Oui, parce qu'il y a un moment ou un autre, ça va pas aller bien. Et pourquoi? Bah parce que à force de se faire des nœuds, à force de s'enrouler là-dedans, le cordon devient trop court, paradoxalement, et dans ses déplacements, il va étirer le cordon et l'oxygène ne passe plus. Donc régulièrement, il va perdre conscience, notamment lors d'un événement qui est au 8e mois où il va devoir se retourner. Et s'il est bloqué, il va paniquer parce qu'il sait qu'il faut qu'il se mette la tête en bas. Il va chercher, comme un fou furieux, à se retourner. Et à chaque fois, il étire le cordon, à chaque fois, il perd connaissance. Et ça, éventuellement, plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Euh, c'est ces pertes de connaissance à répétition qui vont être très problématiques par la suite. On va retrouver là des personnes qui vivent un peu à l'économie. Peur de manquer d'énergie, manquer d'argent. Il faut pas trop consommer, notamment en énergie propre, quoi. Ils vont pas se lancer dans des grandes entreprises, etc. Non, c'est vraiment, j'y vais à minima. Dans leur quotidien, ils vont tout organiser à l'économie. Bon, mauvaise coordination motrice également, des douleurs, des compressions.
Et ça, c'est vraiment le cordon ombilical qui est emmêlé de partout. À la naissance, bah, ça va pas être sympa parce que, s'il est pris dans son cordon ombilical, ça va faire des naissances qui n'en finissent pas de durer. Et le fœtus, il peut il peut pas sortir. Il a il est retenu. Il peut pas sortir, il va falloir aller le chercher. Et aller le chercher, bah, ça peut, se terminer par un forceps, et et Mais s'il peut pas sortir, si ça dure, c'est pas qu'il veut pas sortir. Parce que ce que les gens revivent à ce moment-là, eux, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de sortir, mais ils sont prisonniers, ils sont pris par ce cordon ombilical qui est plus assez long parce qu'ils se sont trop emmêlés dedans. Donc ils s'asphyxient à répétition, et cetera. Et ça, on le sait bien parce qu'on le voit. Heu, le bébé, il naît, il est pas conscient. Il a perdu connaissance, alors, est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est plusieurs fois avant de naître? Mais, il est, il naît sans avoir conscience de sa naissance. Ce qui pose de gros problèmes. Parce que, imaginez ce ce bébé qui, l'instant d'avant, était, dans le ventre de sa maman. Certes, la poche des os, j'aurais pu en parler aussi, mais, elle est rompue depuis un moment, mais, il a essentiellement vécu, dans un milieu aquatique et là, il se retrouve à l'extérieur et il ne sait pas pourquoi. Il n'a rien compris de ce qui s'est passé. Et ben, lui, il y a un peu souci à se faire parce qu'il va passer sa vie à se demander ce qu'il fout là. C'est des personnes en général qui trouvent refuge, dans la spiritualité, qui sont très peu en prise avec le matériel. Auxquels ils comprennent pas grand-chose d'ailleurs. Ça les intéresse pas vraiment et et c'est ça, ils sont pas là. C'est des grands absents. En séance, mais c'est impressionnant le nombre de personnes qui, à la fin de la séance, me disaient: «Mais c'est fou, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être là, que j'ai l'impression d'être présent, de voir vraiment les couleurs, de voir les objets, de voir les» c'est, à chaque fois, c'est très émouvant. Mais à chaque fois, bah, ce sont des personnes qui ont revécu exactement ça. Au moment de leur naissance, perte de conscience, et quand ils, reprennent conscience, ils sont ailleurs et ils savent pas ce qui s'est passé entre-temps. Bon, après, autour de la naissance, encore d'autres choses que je pourrais développer, notamment, il faut pas incriminer les sages-femmes, bien au contraire, mais, des fois, bah, ne serait-ce que pour dérouler un cordon ombilical, ne serait-ce que ça. Le fœtus, même si on fait très attention, on va le faire des manipulations qui, pour lui, sont cataclysmiques. Pour nous, c'est rien, mais pour lui, ces manipulations, mais il les vit comme quelque chose de terrifiant. Là aussi, il y a des phobies de l'avion qui viennent de ce genre de choses. Bon, dans le livre, vous trouverez plein de choses dont je ne vous ai pas parlé ici. Mon propos, aujourd'hui, c'est vraiment surtout de vous, j'espère, de bien vous avoir, donné cette notion que cette vie prénatale, pour nous, du point de vue de l'émotionnel, mais c'est de très loin la période la plus importante et qu'il est vraiment capital, je dirais crucial, de savoir de quoi a été faite cette vie prénatale pour chacun de nous, parce que c'est très différent d'une personne à une autre, évidemment. Voilà, c'est vraiment le propos de ces conférences, le propos du livre également.
c'est de faire un état des lieux, de briser ce tabou un petit peu qui existe, autour de tout ça et puis, de permettre, heu, à chacun, ben, de se dire: «Oui, moi je suis comme ça, je suis comme ci, tiens, il s'est passé ça, il s'est» au moins de savoir et puis au-delà du savoir, de vous donner envie aussi de vous libérer de ça. Ça, c'est ce que j'ai découvert, ce processus naturel, c'est de vous donner envie de l'utiliser, ce processus naturel. Alors pour l'utiliser, soit vous pouvez vous faire aider, soit vous pouvez aussi le faire par vous-même. Alors c'est pas le propos ici, c'est pas ce que je vais développer, maintenant, mais cette possibilité, elle existe complètement. C'est ce qui m'a permis, d'avoir toute cette connaissance que je vous ai développée. Aller vers cette possibilité. Il y a un site qui vous donnera toutes les informations. C'est, facile à se souvenir, c'est le site Tipeee, tipi.org. Vous allez sur ce site, vous trouverez, tout ce qui est en relation avec la régulation émotionnelle et qui permet de revivre les traumatismes qui se sont passés dans le prénatal pour, réguler toutes nos difficultés émotionnelles qui se passent, aujourd'hui, qui sont présentes aujourd'hui, hein, c'est l'objectif. Si vous voulez en savoir encore plus sur tous ces revécus, sur tout ce que je vous ai raconté, il y a le site, par lequel vous êtes passé pour réserver, l'origine des émotions, qui lui propose des consultations que je fais, qui sont différentes des consultations, Tipeee, que vous trouverez sur le site que je vous ai indiqué. C'est des consultations que j'ai appelées grand format, qui amènent les gens à revivre, ce que je vous ai raconté. À revivre des épisodes en partant d'une difficulté émotionnelle, à revivre des épisodes, mais à travers tous leurs sens. Ça dure là par contre, autant une séance de régulation émotionnelle, classique, elle va durer 1 minute, 1 minute 30 au grand maximum. Autant les séances, que j'ai appelées grand format, donc elles durent, en moyenne, 1 heure. Donc mais ça permet aux personnes qui le souhaitent de revivre pleinement, complètement ce qui s'est passé, pour eux, heu, à un moment donné dans le ventre de leur maman. Les réponses aux questions des participants. Première question. La culpabilité des mamans liée à leur grossesse. Déjà, merci pour cette question, parce que ça m'amène à parler de quelque chose que je n'ai pas abordé, et qui, dans mes observations, la grande absente, c'est la maman. C'est-à-dire que, heu, si on recherche justement sur internet, mais la maman, c'est un peu comme si elle était responsable de tous les dysfonctionnements émotionnels de ses enfants. Eh ben, franchement, moi, j'ai strictement rien rencontré de tel. C'est-à-dire qu'en partant de tous les dysfonctionnements que les personnes, sont venues pour se faire aider, parce qu'ils étaient, en difficulté, la maman n'a jamais été évoquée dans cette histoire. Alors si, 3 fois. 3 fois, mais c'était, vraiment sur des histoires d'empoisonnement. Parce que des substances, absorption de substances nocives, alcool, drogue. 3 cas sur des milliers. C'est vous dire que, à chaque fois que les personnes ont revécu, mais jamais ça les a conduits à une relation avec la maman et ça paraît bien normal, physiologiquement, mais le fœtus, il est hyper protégé et la barrière placentaire, elle fait que il y a vraiment très, très, très peu de choses qui passent. Les chiffres de l'OMS sont édifiants, l'Organisme mondial de la santé, donc qui compile les études, et cetera.
il considère que pour que la barrière placentaire soit dépassée, c'est-à-dire que le stress, l'angoisse, les peurs de la maman passent, influencent, il faut des peurs, du stress à très haute tension, à très haute intensité et pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'ils ont surtout retrouvé ça sur des études, en temps de guerre, avec des mamans qui étaient, sous les bombes, jour et nuit et à vivre des choses, terribles. Mais sinon, mais non, le stress, l'angoisse de la maman, ça passe pas. Tous les désordres psychologiques de la maman, ils passent pas. Ce qui se passe, ce qui influence la vie psychique, la vie émotionnelle du fœtus et donc après du devenir de la personne, c'est ce qui se passe à l'intérieur du ventre. C'est vraiment ce avec quoi il est en prise directe. On est dans du biologique pur et dur, quoi. Mais la maman est vraiment la grande absente de tout ça. Et je dirais, c'est tant mieux, formidable. Mais c'est vrai que ça vient à contre-courant de tout ce qui est pensé communément, de tout ce qui est développé communément actuellement, où on culpabilise la maman, mais d'une manière qui, sans aucun fondement. Alors au début, moi je me suis dit, mais il doit bien y avoir un fondement à tout ça. C'est basé sur quelles études? C'est basé. Et donc j'ai recherché les études là-dessus. Il n'y en a pas. Alors si, il y a des études sur la génétique, sur par rapport à la nutrition, par rapport aux carences de la maman. Mais ça agit sur du physique, ça agit pas sur de l'émotionnel. Je parle bien juste du point de vue émotionnel. euh, la maman, elle semble être totalement étrangère à, à ce qui se passe pour le fœtus, pour le bébé, donc par la suite. En tout cas, ça se joue pas au niveau émotionnel. J'ai jamais rencontré ça à part ces trois cas que je vous ai cités, mais qui sont des cas, encore une fois, chimiques, dans le sens où, bon, évidemment, avec des substances qui sont pas cohérentes, c'est une autre histoire. Peut-on être sûr de l'origine que vous citez pour certaines difficultés émotionnelles? Pour Si, certaines choses, c'est très ouais, ciblé, et ça, ouais, vous le trouverez dans le livre. oui, Il y a il y a des manifestations émotionnelles, des réactions, des comportements émotionnels qui sont très ciblés. oui, Euh, et donc, ça, quasiment, c'est toujours la même chose que les gens revivent. Et puis, il y en a d'autres, c'est multifacteur. C'est-à-dire oui, qu'il y a plusieurs événements qui peuvent concourir à la même chose. d'accord. Mais ça, dans le livre, j'ai essayé de faire une classification pour ça. C'est peut-être une tentative un petit peu hasardeuse, mais ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais Mm, voilà. Et il y a certains événements, c'est toujours la, la phobie des serpents, par exemple. Ça a été la première chose. Je reprends toujours cet exemple parce il est étonnant à plus d'un titre. La phobie des serpents, les gens revivent toujours la même chose. Et ce qui est l'une des choses étonnantes, c'est que c'est pas la peur d'être mordu, empoisonné, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, les personnes qui ont la phobie des serpents. C'est la peur que le serpent s'en mêle dans leurs jambes et qu'ils ne puissent plus bouger. mm, Étonnant. ouais, On s'attend pas, vraiment pas à ça. Et tous revivent la même chose. Et c'est un événement très particulier, c'est l'emmêlement dans pardon. dans le cordon. Ok, merci. Bon, donc ça c'est très ciblé, mais il y a d'autres événements qui ne le sont absolument pas du tout. Quelle est la différence entre les séances type normale et les séances grand format que vous proposez? Le processus Tipeee, c'est j'ai une émotion là, je vis une émotion, inévitablement,
il se passe quelque chose dans mon corps. C'est même mon corps qui m'informe qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Et c'est pour ça que je peux dire, je suis en train de vivre une émotion. Parce que sinon, si mon corps ne m'informait pas qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, je ne saurais pas que je suis en train de vivre une émotion. Quand je vis cette émotion, c'est la réplique exacte de ce qui s'est passé lors du traumatisme qui a généré cette émotion, qui fait que chaque fois que je me retrouve dans une situation particulière, je me retrouve toujours à vivre les mêmes choses, avec les mêmes sensations physiques, avec les mêmes réactions. Eh bien, dans du Tipeee classique, une séance Tipeee normale, euh, on va prendre en compte ces sensations qui sont dans le corps. On va pas toutes les prendre parce qu'il y en a généralement pas mal. On va prendre, en tout cas, celles qui sont les plus denses, les 2, 3, 4 les plus denses. Et puis, on va les laisser évoluer. On va les laisser nous entraîner là où elles veulent bien nous entraîner. Et là, le processus, il va être rapide. Il va se faire en 1 minute en général. C'est plutôt, la moyenne, c'est 40-45 secondes. Et puis, ça va s'apaiser. Et c'est terminé. On va juste s'intéresser aux sensations physiques, par contre, à rien d'autre. Toutes les pensées, les sentiments, non, juste ce qui se passe dans le corps. Donc, on va rester vraiment bien focus sur les sensations qui se passent dans notre corps. Quand j'ai voulu faire une étude, c'était difficile de faire une étude sur le moment avec les personnes. Parce que sur le moment, ça veut dire qu'on ne sait pas quand l'émotion va se manifester. Je ne peux pas les suivre pour, pour pouvoir les enregistrer, etc. Donc, c'est là où je me suis mis à créer une forme que j'ai appelée le différé et qui est pratiquée en consultation, qui est de remettre la personne en émotion, comme si ça se passait là maintenant. Et au début, comme je ne savais pas trop comment faire, je leur demandais plein d'informations. C'est pour ça que j'ai eu toutes ces informations sensorielles, d'images, de sons, de textures, de goûts, de choses comme ça. Mais par contre, ça mettait beaucoup plus longtemps à se faire que quand on faisait sur le moment. Là, quand l'émotion est présente sur le moment, dès le départ. Et donc, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a ce décalage, cette différence? Et j'ai vite compris que c'est parce que je posais des questions qui portaient sur les autres sens, que je ne restais pas juste sur les sensations physiques. Donc, la différence, pour répondre à la question, c'est une séance classique, elle va porter uniquement sur les sensations physiques et ça va aller très vite. Et une séance grand format, eh bien, je suis revenu au tout début de mes propositions, où là, au contraire, je sollicite tout ce qui est visuel, tout ce qui est sonore, tout ce qui est le toucher, l'odorat, et voilà. Le proprioceptif également, c'est-à-dire comment ça se passe, la relation avec l'environnement, le corps, l'environnement, et voilà. Et donc ça, ça met beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Mais c'est vrai que ce qui est frustrant, par contre, pour les personnes et même pour l'accompagnant, c'est que à travers sur une séance classique, sur une séance Tipeee, eh bien, la personne va nous donner 2, 3, 4 sensations qui sont dans son corps, ou si elle le fait de façon autonome, elle va les vivre de façon autonome. Là, pareil, sur le site, vous trouverez un e-learning qui vous permet de le faire par vous-même. Vraiment, moi, je trouve super, on a des super retours sur cet e-learning, donc très bien. Euh,
Donc la personne, elle va juste avoir les sensations physiques qu'elle sent dans le corps, qui vont évoluer très très vite. Et puis c'est tout. Ça va pas lui permettre de savoir vraiment ce qu'elle a vécu dans le ventre de sa maman. L'avantage du grand format, c'est que par contre, ça va lui permettre de vivre en technicolor, je dirais, de tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est passé, qui est en relation avec la difficulté qu'elle veut traiter. Parce que ça va pas être tout ce qui s'est passé dans le ventre de la maman, c'est ce qui est en relation avec la difficulté que la personne va traiter. Voilà. Merci infiniment pour le grand nombre que vous êtes à cette visioconférence. Bah, pour moi, c'est toujours très chouette de vous rencontrer, vraiment. J'espère que vous mettrez bien à profit tout ce qui a pu être dit. Euh, Achetez le livre. C'est pas mercantile ce que je vous dis, c'est juste parce il y a beaucoup plus d'indications, d'informations. Vous retrouverez beaucoup plus précisément des directions pour comprendre pour chacun de vous un petit peu bah, ce qui vous anime sans doute par où vous êtes passé. Avec la régulation émotionnelle Tipeee, Et puis vous si avez la cette capacité de réguler définitivement visioconférence les a pu vous émotions donner qui vous l'envie empêchent d'être de pleinement réguler vous-même. vos difficultés émotionnelles, d'utiliser mon travail pour ça, ben, allez-y, ne vous en privez pas, vraiment. C'est épatant. Avec la régulation émotionnelle Tipeee, vous avez la capacité de réguler vos émotions désagréables par vous-même.